Bonjour Adrien Gindre. Bonjour. Votre invité ce matin, Laurent Saint-Martin, ministre démissionnaire chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Bonjour Laurent Saint-Martin. Bonjour à vous. Les journées d'action, de revendication, de colère vont s'enchaîner ces prochains jours. Jeudi à l'appel des syndicats, dimanche à l'appel de plusieurs collectifs issus de la mouvance Bloquons Tout, vendredi de la semaine prochaine à l'appel des agriculteurs. Est-ce que vous les redoutez ces journées ? Il ne faut jamais redouter quand il y a des inquiétudes, quand il y a des revendications, il faut dialoguer. Et vous l'avez entendu, Sébastien Lecornu, nouveau Premier ministre, a appelé à un dialogue franc, à une méthode aussi claire de recherche de compromis. Il a commencé par des reculs, notamment sur les jours fériés, il en faudra d'autres ? Ça vaut en tout cas pour les partis politiques, on en parle beaucoup et vous le commentez beaucoup, ça vaut aussi pour les forces syndicales. Le dialogue social dans notre pays, il a besoin de vivre aussi, et ça je trouve que le Premier ministre a très bien pris les premiers jours de son mandat, d'abord pour discuter, d'abord pour dialoguer. Et il a reçu et continuera à recevoir déjà les syndicats. Mais pas dialoguer pour dialoguer, dialoguer pour leur faire des concessions. Dialoguer pour faire avancer effectivement des compromis. Le mot compromis doit être le maître mot de ces prochains mois. C'est vrai pour le budget, c'est vrai pour le dialogue social. Et ça, encore une fois, je crois que le Premier ministre l'a très bien compris. Et c'est ça ce changement de méthode. Donc, les jours de mobilisation qui sont devant nous, il faut d'abord les entendre. On ne va pas commencer à les mépriser et à dire qu'il n'y a rien à voir circuler. Donc il faut les entendre, il faut se mettre autour de la table, il faut dialoguer et regarder effectivement si des compromis peuvent être trouvés secteur par secteur, problématique par problématique. Vous parlez des agriculteurs ou du sujet, par exemple, d'un certain nombre de syndicats qui sont très différents les uns des autres, il faudra donc les traiter. Laurent Saint-Martin, prenons l'exemple numéro 1 de ces derniers jours, la taxation des hauts patrimoines, cette fameuse taxe Zuckman, qui est au cœur de toutes les discussions. Le Premier ministre a déjà dit attention au patrimoine professionnel. Si on traduit, ça va se finir par non à cette fameuse taxe Zuckman, mais oui à une autre taxation sous une autre forme. Là aussi, si on reste dans le dogmatisme de part et d'autre, on n'aura pas de compromis. Donc il faut changer complètement le logiciel. Oui, l'écart de revenus et de patrimoine, notamment depuis les crises, s'est aggravé. Et donc il y a un dialogue exigeant, mais d'intérêt, notamment avec le Parti socialiste là-dessus, c'est une bonne chose. Donc oui, il faut une taxation pour vous, le reconnaissez. Avançons sur la fiscalité des hauts patrimoines. Vous savez, quand j'étais ministre du Budget, il y a un an, j'avais proposé ce qui s'appelait la contribution différenciée sur les hauts revenus. En gros, c'était empêcher l'optimisation fiscale trop importante sur les très hauts revenus. Vous vous souvenez ? On peut le faire par exemple sur les très hauts patrimoines. Ce que je dis juste, et je ne suis pas le seul à le dire, attention avec des taxes qui, un peu simplistes, parfois font davantage fuir le capital, fuir l'investissement dans notre pays. Travaillons plutôt à un compromis intelligent, qui soit un compromis qui permet de corriger les inégalités. Et ça, on se retrouvera sur ce constat-là avec les socialistes, sans pour autant faire perdre l'attractivité de notre pays. Attention, la France est devenue le pays le plus attractif d'Europe depuis 6 ans. Depuis qu'Emmanuel Macron est là, on n'a pas attiré des investissements et de l'emploi dans notre pays en augmentant les impôts, mais plutôt en les baissant. Vous avez peut-être entendu Et ça, je sais juste que les socialistes le comprennent. Je sais aussi que, contrairement au président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, ils savent faire la différence entre la valorisation d'une entreprise et ses bénéfices. Ce dialogue-là, il faut l'avoir intelligemment ensemble. Vous avez entendu peut-être hier à votre place Sophie Binet pour la CGT, elle disait à propos des patrons, ce n'est plus possible qu'ils passent leur temps à pleurnicher. Il y a des patrons qui pleurnichent aujourd'hui ? Écoutez, je trouve cette opposition dépassée. Les patrons, comme on dit, les chefs d'entreprise, sont d'abord à la tête d'employeurs, sont d'abord à la tête de structures qui font vivre l'économie de notre pays. Donc on peut considérer que le patronat, un peu à l'ancienne, c'est le grand capital et les grands méchants. Moi je considère aussi que ce sont ceux qui font vivre nos concitoyens par l'emploi, par la création de richesses et qui permet la redistribution. Je sais que Sophie Binet le sait pertinemment. Cette opposition de lutte de classe, pour moi, est un peu surannée à un moment où on devrait davantage se mettre ensemble autour de la table. Et vous savez, les patrons, comme vous dites, ils sont d'accord aussi pour trouver des solutions intelligentes. Ils ne sont pas bloqués sur leur position. Et le MEDEF, la FEP, la CPME, toutes ces organisations patronales sont tout à fait disposées au dialogue. Moi, je les connais pour les avoir vus quand j'étais ministre du Budget. Ce sont évidemment des interlocuteurs de qualité et qui ne demandent qu'une chose, c'est que le pays avance et ne soit pas bloqué. Un point qui vous concerne tout directement, en tant que ministre, peut-être ancien ministre, vous appartenez à un gouvernement démissionnaire, la suppression des derniers avantages à vie des anciens membres du gouvernement, annonce confirmée hier soir par le Premier ministre. Ça concerne notamment des questions de protection ou de mise à disposition de chauffeurs qui seront soit supprimés, soit encadrés dans le temps. Finalement, ça donne raison aux extrêmes. Les gouvernants bénéficiaient d'avantages indus. Non, vous savez, la politique, c'est aussi affaire de symbole. Il ne faut pas le minimiser. Là, ce n'est pas une question d'économie substantielle. C'est une question de symbole et de compréhension vis-à-vis du pays. Parfois, quand on demande des efforts aux Français, si les gouvernements ne sont pas capables de démontrer qu'ils mettent fin à un certain nombre sinon de privilèges, en tout cas d'avantages qui pouvaient leur être accordés, il peut y avoir une dichotomie, il peut y avoir un fossé
qui se crée justement entre les citoyens et la classe Mais politique. par exemple, si vous quittez ça, le gouvernement, vous renoncerez aux 3 mois de salaire auxquels vous avez droit si vous ne retrouvez pas d'emploi immédiatement? Alors, il n'y a pas de chômage pour les ministres, c'est ce qui remplace le chômage là-dessus. La question de la protection policière, notamment, qui est celle que le Premier ministre propose de supprimer, elle s'applique aux anciens Premiers ministres. Moi, comme ancien ministre, si demain je ne suis pas renouvelé, je n'aurai pas de protection et c'est tout à fait normal. Ça dépend aussi du degré de menace. Il faut aussi regarder cela avec une forme de lucidité. Et je crois qu'il est bien que Sébastien Lecornu ait commencé son mandat par de l'action immédiate. Vous savez, cette histoire de fin des privilèges des anciens Premiers ministres, beaucoup en ont parlé à Matignon. Lui, il l'a fait tout de suite. Moi, je note aussi un changement de méthode dans l'application immédiate. Je le dis, je le fais, je pense que c'est salutaire. Dans les sujets de colère, on évoquait les agriculteurs avec la mobilisation la semaine prochaine. Il se trouve qu'hier, 80 députés ont déposé à l'Assemblée une proposition de résolution à propos du Mercosur, ce fameux accord de libre-échange avec certains pays d'Amérique latine. Ils demandent à l'État français de saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que vous allez le faire? D'abord, la France n'a pas changé de position concernant l'accord Union européenne-Mercosur. Pendant ce temps-là, le Mercosur continue d'avancer, malgré nous. Non, mais la France s'y est opposée pour une raison très simple. C'est que nous ne voulons pas voir importer sur notre propre sol des produits, notamment le bœuf, mais pas que, ça vaut aussi pour le poulet, l'éthanol, le sucre, qui ne respectent pas les normes que nous imposons à nos propres éleveurs. Est-ce que vous allez saisir, comme il le demande, la Cour de justice de l'Union européenne? Et je termine là-dessus. Nous avons fait évoluer la Commission, puisque la Commission est revenue en présentant le texte avec ce qui s'appelle, sans vouloir être trop technique, des mesures Donc ça de vous sauvegarde. convient ce qui va s'appliquer aujourd'hui? Non, je n'ai pas dit cela. Nous allons regarder, puisqu'aujourd'hui nous n'avons pas les détails de cela, quelle est la robustesse de ces mesures de sauvegarde. Aujourd'hui, la Commission n'est pas encore revenue vers nous pour démontrer la capacité à freiner les importations si ça déstabilise nos filières. Il faut être très précis là-dessus. Tant que nous ne serons pas satisfaits sur ce point-là, il n'y aura pas d'accord sur ce texte. Et donc aujourd'hui, la France reste opposée en l'état au texte tel qu'il a été conclu à Montevideo entre l'Union européenne et le Mercosur. Et il ne faut pas qu'il y ait de malentendu là-dessus. Et nous verrons effectivement quelles sont les évolutions que la Commission européenne fait à la demande de la France. Vous savez, moi je suis allé au Brésil, je suis allé en Argentine, dialoguer avec les interlocuteurs de nos exigences. Si nos exigences sont réunies pour nos agriculteurs, eh bien nous regarderons la position française. Aujourd'hui, la position française n'a pas varié, nous y sommes opposés. Laurent Saint-Martin, un petit mot de commentaire. Après la manifestation anti-immigration à Londres ce week-end, force est de constater que la pétition qui réclame en France un référendum sur l'immigration continue de grimper. Plus de 1 200 000 signatures ce matin, à l'initiative de Philippe de Villiers, rejoint par Laurent Wauquiez notamment. Que vous inspire cette pétition? Écoutez, je crois que tous ceux qui font de l'immigration l'alpha et l'oméga de notre société, comme s'il était à l'origine de tous les maux, se fourvoient. Mais on peut ignorer ce million de signataires? Non, jamais. De la même manière que sur un tout autre sujet, il y avait eu une grande pétition sur la loi du plomb qui n'avait non seulement pas été ignorée, mais qui a amené un débat à l'Assemblée nationale. La question migratoire, elle n'est pas nouvelle dans notre pays. Qu'il faille la regarder avec beaucoup de sérieux et être en capacité de la réguler, bien sûr. Mais je crois que toute manifestation qui viendrait d'abord démontrer la haine de l'autre est d'abord quelque chose qu'il faut combattre dans notre pays. La priorité en France, c'est d'être en capacité à faire nation, à être capacité à se rassembler. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est beaucoup trop fracturé. Et je crois que la priorité, c'est d'abord cela. À partir de combien vous considérez que c'est un sujet intéressant? Non, je ne fonctionne pas en nombre de signatures. Quand même, le nombre importe. Mais j'ai déjà dit que c'était un sujet important et prioritaire. Et je vous assure qu'au Parlement, le débat sur l'immigration... C'est quoi, c'est 3 millions, 4 millions, 5 millions? Là, vous vous direz, tiens, peut-être qu'il y a un problème. Mais qui, pardon, Bruce Toussaint, quel gouvernement a fait une loi immigration qui d'ailleurs avait été extrêmement vive en termes de débat et de polémique? C'était le gouvernement d'Elisabeth Borne sous la présidence d'Emmanuel Macron. Donc ce gouvernement et cette majorité, quand il faut prendre des mesures courageuses de fermeté et d'humanité en même temps quand il s'agit d'immigration, l'a déjà démontré. Un dernier mot à propos de cette proposition d'Olivier Faure, le socialiste, a posé le drapeau palestinien au fronton des mairies le 22 septembre. C'est le jour où l'ONU justement se penchera sur la reconnaissance de l'État palestinien, notamment à l'initiative du président français. Vous y voyez quoi? Un soutien à l'initiative d'Emmanuel Macron? Vous savez, moi, avec Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, on n'a qu'une seule boussole, c'est la recherche de la paix. Avec l'initiative du président de la République, de la reconnaissance de l'État palestinien. Ça va être très important à l'Assemblée générale des Nations unies la semaine prochaine. Beaucoup de pays ont suivi justement cette dynamique initiée par la France. Ce qui nous intéresse, c'est la paix au Proche-Orient. Mais là, le sujet, c'est les drapeaux sur les mairies. Vous dites quoi, oui ou non? Le vrai sujet, c'est la paix au Proche-Orient. Ça, c'est une façon d'esquiver la question. Mais expliquez-moi ce qui fait avancer la paix au Proche-Orient. Ce n'est pas le pavoisement de drapeaux, c'est bien mais ça pose une question à deux États. Bruno Retailleau lui-même a réagi. Et si les maires décident cela, à ce moment-là, je les invite aussi à afficher
une grande affiche d'appel à la libération de tous les otages pour que cela soit effectivement dans le même sens que ce que nous voulons, c'est-à-dire une paix durable et juste au Proche-Orient. Et ce n'est pas impossible, c'est juste qu'il faut du courage politique et géopolitique, et c'est ce que le président de la République a fait dernièrement. Merci beaucoup, merci à tous les deux.